Bonsoir et bienvenue à tout le monde à notre soirée d'information pour les producteurs de bovins, caprins et ovins qui porte sur les pratiques durables. Alors, moi, je suis Francine Trépanier, producteur de veau de grains. Je représente ce soir les membres du comité exécutif des producteurs de bovins du Québec et je suis particulièrement concernée par les dossiers en environnement avec Madame Nathalie Côté notamment. Alors, bienvenue à tout le monde. La soirée va se dérouler en 3 temps. 3 conférences. Je vous présenterai par la suite nos conférenciers, mais ça va être porté sur les pratiques durables favorisant la réduction des GES à la ferme, le programme d'investissement à la croissance durable et l'initiative ministérielle de rétribution des pratiques agro-environnementales. Alors, dans un premier temps, notre première conférencière, c'est Madame Nathalie Côté, à qui je vais céder la parole pour les pratiques durables favorisant la réduction des GES à la ferme. Merci, Nathalie. Ton micro. Merci, bonsoir à tous. Alors, je vais partager mon écran. Alors, ce soir, je vais vous parler de pratiques durables qui favorisent la réduction des GES. Alors, c'est ce qui constitue, comme disait Mme Trépanier, la première partie de la soirée. Ce sera comme la petite intro pour laisser la place après à nos vedettes, là, les 2 conférences là, provenant de la financière. Alors, moi, ce que j'aimerais vous présenter, ça va être comme ici. Alors, on y va. Premièrement, j'aimerais qu'on revienne sur l'inventaire des gaz à effet de serre au Québec. Alors, j'ai été chercher le dernier inventaire disponible au niveau du Québec qui est fait par le ministère de l'Environnement. Et ce que je veux attirer votre attention, c'est que si on y va globalement par secteur, on se rend compte qu'au niveau de l'agriculture, ici, le bleu clair, l'agriculture représente 9,2 des gaz à effet de serre émis au Québec. Et vous voyez là, les autres secteurs, l'industrie 29,4 et le transport 43,3. Si on y va après ça un petit peu plus en profondeur dans le rapport, on peut voir pour chacun des gaz à effet de serre qui nous concernent et qui sont sur la sellette, là, le CO2, le N2O et le CH4. Et pour chacun des gaz, on a l'apport de chacun des secteurs. Et là, l'agriculture est représentée comme un bleu acier un peu. Et on voit que l'agriculture ressort nettement quand on parle de N2O. Alors, vous voyez ici. Et aussi, l'agriculture ressort quand on parle de CH4. Alors, ici, de ce côté-ci, avec le 36,6. Alors, c'est comme les 2 gaz là, qui ressortent le plus au niveau agricole. Si on va un petit peu plus dans les pratiques au niveau de l'agriculture qui mènent aux émissions de gaz à effet de serre, alors on peut remarquer que les gaz à effet de serre en agriculture, il y a 37 de ces gaz-là qui proviennent de la fermentation entérique. Ensuite, on en a 31,5 qui viennent de la gestion agricole des sols et finalement 26,9 qui viennent de la gestion des fumiers. Alors ça vous donne un peu, ça vous enligne tranquillement sur une ferme là, où les pratiques là, devront être travaillées. Et si on termine ça dans cette fonction-là, et si on y va par rapport aux activités à la ferme, là, quels sont les principaux gaz qu'on retrouve? Alors, on voit que le CH4, on le savait déjà, provient beaucoup de l'agriculture, mais on voit qu'il vient de la fermentation entérique des animaux et de la gestion des fumiers particulièrement, alors que le N2O, on va plutôt le voir dans la gestion des sols et un petit peu aussi dans la gestion des fumiers. Fait que ceci, maintenant que j'ai fini le portrait général des gaz à effet de serre au Québec, j'aimerais ça vous présenter un petit peu les principaux postes d'émissions en production bovine et possiblement que j'ai pas trouvé les statistiques au niveau caprin et ovin, mais ça pourrait possiblement ressembler un peu à la même chose. Alors ici, on a représenté sur un schéma les principaux gaz. Alors, vous avez CH4, N2O, CO2 et on a essayé de lier ça avec toutes les activités dont je viens de vous mentionner à la ferme. Et c'est en utilisant les chiffres de ces activités-là qu'on va pouvoir faire le bilan à la ferme. Donc, pour la fermentation, le CH4, fermentation entérique, gestion des fumiers. Le N2O, on vous l'a dit un petit peu au niveau de la gestion du fumier, beaucoup par les sols. Et les sols vont avoir deux apports, soit du fumier ou soit des engrais. Alors, à ce moment-là, c'est le N2O qui vient de là. Il y a un petit peu de lessivage et de lessivation, de lessivage et volatilisation. Et ça, c'est ce qu'on dit, ce sont
des gaz qui sont directement émis par la ferme. Mais il faut aussi tenir compte de certaines émissions indirectes qui sont influencées. Et c'est de là qu'on part des gaz qui sont hors ferme parce que ces gaz-là sont émis pour faire des produits qui vont servir à la ferme. Entre autres, la production des aliments achetés et la fabrication des engrais là, que vous voyez ici, et un petit peu la consommation d'énergie de vos tracteurs, etc. Ça émet des CO2. Alors, on a cette portion de gaz-là aussi qui compte comme dans notre bilan. Alors, en ayant ça en tête, il y a un groupe de personnes qui ont fait un calcul des principaux postes d'émissions de la ferme bovine. Alors, cette diapositive-là est extraite là, d'une présentation qui a été faite par Charlotte Caudron, Sylvestre Delmotte, Pierre-Luc Lisole et Sarah Delisle. Et on voit bien, là, encore une fois, que dans une ferme bovine, il y a comme deux principales activités, la fermentation entérique et la gestion des fumiers, qui causent la très grande majorité des gaz à effet de serre à la ferme. Alors, ça vous donne un peu un portrait de ce qui se passe. On va peut-être maintenant passer plus à quelles sont des pratiques qui pourraient favoriser la réduction des gaz à effet de serre à la ferme. Ce que j'aimerais vous dire tout d'abord, c'est que vous allez voir là, tout au long de ma présentation, c'est que je vais surtout vous parler d'efficacité. Parce que dans le fond, il va falloir qu'on continue à améliorer l'efficacité de nos troupeaux. Ce qu'on veut dire par là, c'est produire plus de viande plus rapidement, avec moins d'intrants, puis dans le respect des attentes sociétales. Puis quand on parle d'attentes sociétales, c'est évidemment, ils ont des attentes envers l'environnement, mais ils ont aussi des attentes envers le bien-être de nos animaux et aussi assurer la santé. Et va falloir qu'on essaie, comme producteur, comme intervenant, de mettre l'accent sur des indicateurs d'efficacité plutôt que qu'uniquement sur la productivité. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que, par exemple, au lieu de regarder le poids moyen des veaux sur une ferme, on va peut-être plutôt parler de kilogrammes de veau ou kilogrammes de viande par vache, ou kilogrammes de veau ou de viande par kilo d'aliments, ou les kilogrammes de veau, de viande ou de veau par hectare. Alors, ces éléments-là, si jamais ça vous intéresse, il y a une présentation qui a été faite par M. Éric Lepage où il précise un petit peu plus ces éléments-là dans sa présentation. Donc, on parle qu'on veut améliorer l'efficacité en regardant ça d'une autre façon, mais on a quand même des éléments sur nos animaux sur lesquels on peut travailler. Alors, on voudrait réduire nos gaz à effet de serre. Bien, une des choses qu'on pourrait essayer de faire, c'est de mieux gérer nos réformes. Alors, dans le fond, c'est de réformer davantage les animaux qui sont improductifs parce que ces animaux-là vont rester sur votre ferme. Puis si on parle juste des gaz à effet de serre, ils vont continuer à émettre des gaz à effet de serre, mais ils ne participeront pas nécessairement à la productivité de votre ferme. On pourrait aussi travailler sur la génétique parce que si on veut produire plus ou mieux, il y a des traits génétiques sur lesquels on pourrait sélectionner pour améliorer ça dans le futur sur les fermes, dont l'efficacité des animaux, puis sélectionner là-dessus, pas uniquement sur la productivité, voir des nouveaux croisements terminaux qui pourraient peut-être améliorer l'efficacité de vos veaux, ou sélectionner des mères très fertiles qui ont un bon taux de survie de veaux. Fait comme ça, on aura beaucoup de veaux produits à la ferme. Si on y va aussi, maintenant qu'on sort des animaux, puis on regarde notre portion de champ, alors ici, ben, on parle beaucoup de la réduction du travail du sol. Alors, c'est sûr que si vous sortez moins vos tracteurs, etc., bien, il va y avoir moins d'essence qui va être consommée, avec moins de gaz à effet de serre. Si on a des pâturages avec des meilleurs rendements puis la meilleure qualité d'air, bien, ça va aussi permettre de nourrir nos animaux avec une plus petite superficie, donc une efficacité augmentée. On peut faire ça en adoptant des pratiques de pâturage plus intensifs. On peut aussi explorer des techniques alternatives d'alimentation au pâturage pour essayer d'allonger notre saison de pâturage pour profiter là, de cette façon de travailler-là qui émet moins de gaz à effet de serre. Alors ici, mes références viennent de Robert Berthiaume et de Maxime Leduc qui ont fait des travaux là-dessus. Il y a tout aussi une portion où on pourrait dire on va plutôt aller vers la séquestration du carbone. Alors, on sait que planter des arbres peut être un élément là, pour séquestrer du carbone. Et en même temps, planter des arbres, ça peut aussi avoir d'autres fonctions.
particulièrement si on les plante à proximité des pâturages, bien, on va pouvoir les utiliser pour l'ombre aux animaux, alors donc le bien-être animal. On peut implanter des haies brise-vent en bordure des champs aussi, alors ça peut avoir des effets sur la productivité du champ, etc. Et implanter des bandes riveraines arbustives en bord de cours d'eau qui peuvent aussi aider là, pour l'amélioration de la qualité du cours d'eau. Si on revient au niveau des animaux, c'est sûr que tantôt, je vous ai expliqué qu'une grosse portion des gaz à effet de serre sur une ferme, ça provenait de l'émission de CH4, le méthane. Le méthane, dans un ruminant, c'est émis parce que justement, il a sa fonction de ruminer. Donc, il rumine les aliments. Puis, dans tout ce processus de rumination-là, il y a différents éléments qui sont liés, ils brisent des liens. Et finalement, ça fait en sorte que l'animal, en faisant ces activités-là, il va reconstituer les carbones avec l'hydrogène et ça va faire un CH4. Et ce CH4-là, il n'y en a pas de besoin. Alors, il va l'éjecter en dehors. Et c'est pour ça que souvent, on entend parler que CH4, c'est comme une perte d'énergie parce que c'est quelque chose que l'animal n'a pas de besoin et il retourne dans l'air. Selon la littérature, il est reconnu que si on est capable d'augmenter notre consommation volontaire de matière sèche de l'animal, on aurait un effet et on pourrait réduire les gaz à effet le méthane un peu. Si aussi on joue sur le ratio fourrage concentré, alors si on baisse ce ratio-là, il y aurait moins de méthane d'émis parce que moins il y a de fourrage, il y a peut-être un peu moins de rumination. Si on ajoute à la ration des concentrés qui sont riches en aminos, par exemple du vin versus ajouter de la fibre, là, il donnait dans cette recherche-là la pulpe de betterave, mais ça pourrait être d'autres sortes de fibres. On aurait un effet aussi sur la réduction du CH4. Le maïs versus l'orge, le même effet, ainsi que la grosseur des particules. Là, j'aimerais juste porter à votre attention que je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas que vos animaux mangent du foin. Je suis juste en train de vous dire qu'il faut essayer d'avoir une ration bien équilibrée, bien digestible, qui serait bonne pour l'animal, mais en même temps aurait des effets sur la réduction de l'émission du CH4. Alors, on pourrait maximiser la qualité et la durée de l'alimentation au pâturage. Donc, si on a des meilleurs pâturages, plus digestibles et on a une séquence de rotation, on va avoir des fourrages qui vont être de qualité optimum pour quand l'animal va le manger. Il y a des recherches qui nous disent que si on ajoute du gras, là, on parle un peu plus dans le bouillon, dans la ration en été, ça va aider au niveau de la digestion. Parallèlement, en hiver, bien évidemment, on sait que les animaux ont des besoins accrus, fait qu'il faut donner plus d'énergie dans la ration. Et on pourrait aussi penser à incorporer des sous-produits dans la ration. Et là, on rentre tout dans l'idée de recycler des choses qui autrement auraient peut-être fini au dépotoir et auraient émis des gaz à effet de serre. Alors, on les recycle et comme ça, on les utilise là, pour faire de la protéine animale. Et en dans la ration, évidemment, dans les processus de dégradation des protéines là, dans l'eau humaine, ça pourrait aussi mener à des émissions de gaz à effet de serre. Et finalement, ajouter des additifs dans la ration. Alors, il y a différentes recherches qui sont menées actuellement qui démontrent qu'on pourrait avoir certains additifs, et on parle beaucoup là, d'un nouvel additif qui pourrait être ajouté un peu comme le rumencine dans la ration et qui aurait des effets là, assez intéressants de 20 à 80 là, de réduction de gaz à effet de serre, ou d'autres produits tels que les algues qui ont aussi des effets là, dans la ration. Alors, tout est dans de dire est-ce que ces produits-là vont être disponibles commercialement bientôt et à quel prix? Alors, la science évolue beaucoup là, dans ce domaine-là. J'aimerais aussi, on a parlé tantôt qu'il y avait au niveau de la gestion des fumiers où il y avait peut-être des choses à faire. Alors, c'est sûr que si on analyse nos fumiers pour épandre la bonne quantité à bonne dose au bon moment dans les cultures, ça va aider parce que là, on va mieux utiliser notre azote. Il y a aussi toute une question d'équipement. Si vous avez à repenser à l'achat d'équipement, alors il y a des équipements qui vont générer moins de pertes d'azote à l'épandage. Alors, on a des équipements batteurs horizontaux, batteurs verticaux, des distributions latérales. Alors, la recherche démontre que toutes les fois où on a un équipement qui va pitcher là, dans les airs des fines particules, surtout par temps chaud, ben, l'azote va s'évaporer. Et évidemment, incorporer le fumier lors de l'épandage au champ est aussi une mesure qui permet d'éviter que l'azote soit volatilisé. Fait que c'était un survol des pratiques. Fait qu'en conclusion, j'aimerais vous rappeler
qu'en agriculture, on représente 9,2 des GES selon l'inventaire québécois, que dans les GES en agriculture, 37 sont liés à la fermentation entérique, 31,5 sont liés à la gestion des sols qu'on fait et 26,9 sont liés à la gestion des fumiers. Et les deux principaux GES sur les fermes auxquels on doit s'attarder, c'est le méthane et le N2O. Et j'aimerais ça aussi vous rappeler qu'on a avisé, puis c'est des choses aussi qui sont des éléments pour améliorer aussi sur la ferme, l'efficacité de nos animaux, la productivité de nos champs. On peut optimiser l'alimentation de nos animaux et on peut bien gérer nos fumiers et ça va favoriser la réduction des gaz à effet de serre. Alors, je vous remercie beaucoup. Bien, merci, Madame Côté. On va prendre ce que je ne vous ai pas mentionné tantôt, on va prendre les questions au fur et à mesure à la fin des conférences, question de rester là, dans la thématique. Là. Alors, je vais laisser Cyrine diriger la prise pour les questions. Oui, fait que n'hésitez pas pour poser vos questions à lever la main, ça m'indiquera que vous voulez ouvrir votre micro et je vais vous permettre de l'ouvrir et poser vos questions directement. Autrement, utilisez le QR ou QA, c'est la petite boîte en bas là, sur le Zoom pour écrire vos questions à laquelle vous voulez qu'on réponde. Fait que Nathalie, on a une main levée. Je vais ouvrir le micro. Fait que monsieur Bergeron, si vous voulez parler, je vous en prie. C'est une question pour Mme Côté. Oui. Tu sais, dans ta question des gaz à effet de serre, tu es à 9,2 sur les fermes. Est-ce que les transformateurs sont inclus là-dedans? Non, les transformateurs vont être plus dans l'industrie. Oui, ils vont être plus dans l'industrie. Oui. Okay. Mais on ne sait pas quel pourcentage qui prennent de place dans l'industrie. Ça ne doit pas être. Non, c'est comme une grande catégorie. Remarque que si on faisait une analyse. À la direction de la recherche et de la planification de la financière agricole du Québec. Et il va être accompagné ce soir de Mme Justine Lepage-Gouin. Alors, ils vont nous entretenir sur le programme d'investissement à la croissance durable. Alors, je vous cède la parole, M. Carrier, Mme Lepage-Gouin. Merci, Mme Trépanier. Juste vous mentionner, c'est Justine qui va faire la présentation, la plupart de la présentation, je vous dirais. Justine est analyste économiste agricole dans ma direction. Alors, dans notre direction, peut-être pour vous situer un peu, nous, on s'occupe beaucoup de la création de programmes, modification de programmes. On fait beaucoup de veille sur les secteurs de production. Et on établit des profils, on fait beaucoup de reddition de comptes à la haute direction, à notre conseil d'administration. Alors, on a vraiment un rôle là, de suivre de près l'évolution des productions agricoles. Alors, on est une petite équipe, on est 9 personnes, puis chacun on répartit les secteurs de production entre les personnes. Par exemple, Justine s'occupe beaucoup des secteurs de sous-gestion de l'offre, le secteur laitier, les œufs de consommation, etc. Alors, ça nous fait plaisir de vous faire cette présentation-là sur le programme Investissement Croissance durable. Si tu veux, Justine, tu pourrais passer à la première diapo qui est en fait le plan de la présentation. Alors, on va vous expliquer le contexte de la révision du programme parce que le programme a été mis en vigueur en 2020, le PIC, le programme Investissement Croissance, qui est devenu le PIC-D. Alors, on a rajouté le mot durable, puis on va vous expliquer le contexte. On va vous présenter les objectifs du programme, les projets admissibles. Évidemment, c'est un programme en 4 volets que Justine va vous expliquer. On va vous fournir des exemples, puis on va conclure. Puis par la suite, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Alors, le contexte de la révision du programme, c'est la diapo que je suis en charge de vous présenter. Justine va poursuivre avec le reste de la présentation. Juste vous mentionner qu'avant le programme Investissement Croissance qui a été approuvé en 2020, on avait des programmes d'investissement et d'aide financière antérieurement.
Juste un petit cours, un cours historique. On avait le PDDA qu'on appelait Programme de diversification développement régional. Ensuite, on a eu le PADEAC, le Programme d'appui au développement des entreprises agricoles. Et ces deux anciens programmes-là, ils existent encore, mais on a fusionné ces deux programmes-là pour créer le Programme Investissement Croissance qui est entré en vigueur le 1er avril 2020. Et ce programme-là, vous voyez le deuxième point de forme, en 2 ans, le PIC a permis de financer 6 000 projets, ce qui représentait un montant de financement autorisé de près de 2,5 milliards de dollars, ce qui n'est pas rien. C'est un programme qui a été très populaire. Voyez-vous, au 31 mars 2022, à peu près 2 ans là, après sa création, il y a 87 du budget initial de 100 millions sur 5 ans qui a été engagé. Fait que c'est environ 50 millions par année qui a été engagé. Donc, la demande a été très bonne, très forte. Et aussi, un point important, puis Justine va probablement vous en parler aussi, ce programme-là est géré, je vous dirais, en même temps que le programme de financement de l'agriculture qui nous permet d'accorder des garanties de prêts. Alors, c'est avec le programme de financement de l'agriculture qui nous permet d'accéder, je vous dirais, de permettre aux entreprises d'accéder au programme Investissement Croissance durable. Quand on l'a mise à jour au 31 mars 2022, c'est en juin plutôt 2022 qu'on l'a mis à jour. Notre conseil d'administration a approuvé les changements au programme. On a eu une enveloppe supplémentaire de 50 millions sur 2 ans, alors 25 millions par année, et il a fallu revoir certains paramètres de notre programme et certains volets, et je vais laisser le soin à Justine de les présenter, mais il y a eu, je vous dirais, une opération, là, étant donné que l'enveloppe de 100 millions a été presque toute engagée et que là, le gouvernement a accepté de nous financer un 50 millions supplémentaires sur 2 ans, il a fallu revoir certains paramètres de notre programme. Évidemment, c'est ça qui est dit. On a modifié l'offre de l'aide financière, mais on a maintenu l'aide financière du volet jeune entrepreneur qui est à 15 % et on voulait offrir aussi une aide financière accrue à des secteurs de production ciblés pour appuyer les secteurs bovins, de boucherie, ovins et caprins. Alors, c'est pour ça qu'on vous fait cette présentation-là. C'est le volet 2 du programme. Justine, elle va pouvoir vous expliquer plus en détail les volets. Et on a retiré certaines fins admissibles. Je vous donne un exemple. Au volet 4, il y avait l'achat de terre qui était possible pour les jeunes entrepreneurs et on a retiré ce paramètre-là, je dirais cette admissibilité-là, parce que, évidemment, ça coûtait beaucoup de sous et il a fallu faire ces choix-là qui ont été difficiles, mais on a fait ces choix-là. Mais ça ne nous empêche pas quand même d'accorder, évidemment, des garanties de prêt sur l'achat de terre, évidemment, mais on n'a pas renouvelé l'aide financière grâce au PICD. Alors, je vais laisser le soin à Justine de poursuivre la présentation, si ça te va, Justine. Donc, le programme se base sur le concept de projet. Un projet, c'est défini comme un ensemble d'investissements et de travaux dont les fins sont dépendantes les unes des autres pour en arriver à une finalité. Et un même projet d'investissement ne peut pas être scindé en plusieurs parties afin d'obtenir une aide financière à celle prévue au programme. Si je vous donne un exemple, la construction d'une étable avec les équipements qui vont dedans, ça serait un seul et même projet, alors que l'achat, par exemple, d'une fourragère et la construction d'une étable, ça serait 2 projets. Et ce, peu importe le nombre de prêts qui viennent financer ces projets-là. Donc, ce n'est pas basé sur est-ce que vous avez 1 ou 2 financements, ça peut être un seul et même financement, mais qui contient 2 projets. Les objectifs du programme, c'est pour une entreprise d'augmenter son volume de production, sa rentabilité, sa performance ou encore de se diversifier. On peut aussi utiliser le programme pour se conformer aux normes de bien-être animal, de la production biologique ou toute autre exigence applicable à la production agroalimentaire. Il peut permettre d'adopter des pratiques agro-environnementales et d'améliorer les terres en culture. Les projets admissibles sont la construction, la rénovation ou l'amélioration d'un bâtiment,
sauf si elle est liée à l'hébergement humain. L'achat d'équipements de production, incluant ceux permettant l'agriculture de précision, comme des robots ou encore des drones. Des équipements tractés, comme un semoir. Également, l'achat initial de plants périns ou l'achat initial d'animaux reproducteurs. Dans ces deux cas-là, on peut aussi considérer des projets d'agrandissement du troupeau comme étant admissibles. La réalisation de travaux d'amélioration foncière et les projets agroenvironnementaux, comme par exemple des bandes riveraines, des haies brise-vent, des structures d'entreposage étanches pour le fumier ou encore des équipements de gestion des carcasses. Ce qui est important, c'est que pour présenter une demande au programme Investissement Croissance Durable, ou de son petit nom, le PICD, il faut présenter une demande par écrit à la financière et évidemment l'accompagner des renseignements et documents requis, mais c'est également une demande qui est faite conjointement à une demande de financement. Donc, ça prend absolument un financement en vertu du programme de financement de l'agriculture. Et cette demande-là, elle doit être faite avant de débuter le projet. C'est très important, j'insiste sur le mot « avant ». L'analyse du financement et de la participation au programme donc, se font dans un même temps, selon toujours notre approche globale de financement. Le prêt qui vous octroie cette aide financière-là, il doit demeurer actif jusqu'au dernier versement de l'aide et le versement est conditionnel au respect par l'entreprise des conditions qui l'ont rendu admissible tout au long des versements. Le programme, il est composé de 4 volets. On va les voir plus en détail chacun de ces volets-là. Donc, le volet 1, qui est appui croissance, il est offert à l'ensemble des entreprises pour des projets d'investissement qui concernent toutes les productions, sauf bovines de boucherie, ovines et caprines. Donc, des exemples, le sirop d'érable, tout ce qui est horticulture, maraîcher, tout ce qui est grande culture et également la production de foin. Le montant de financement admissible, il est de 150 000 $ et l'aide financière est à hauteur de 10 % pour un montant maximal de 15 000 $. Le volet 2, qui est l'appui croissance plus, toujours offert à l'ensemble des entreprises pour des projets en production bovine de boucherie, donc veau de lait, veau de grain, veau d'embouche et bouvillon, et les productions ovines et caprines, autant laitières que bouchères. Ça inclut également les activités de transformation de ces productions ciblées-là, par exemple un atelier de découpe bovin ou encore une fromagerie caprine. Le montant de financement admissible, il est maximum de 600 000 $ et l'aide financière est à 25 % pour une aide de 150 000 $ maximum. Au niveau du volet 3, c'est pour les projets visant à la réalisation de travaux de valorisation agro-environnementale des terres en culture. Par exemple, drainage, remise en culture de terres en friche, chaulage correcteur. Le montant admissible à une aide financière est de 100 000 $. L'aide est à 10 % pour une aide maximale de 10 000 $. Et le dernier volet, qui est le volet jeune entrepreneur, qui s'adresse à des entreprises qui sont détenues à 100 % par des personnes âgées d'au moins 18 ans et n'ayant pas atteint l'âge de 40 ans. Et une de ces personnes-là doit être une relève qui a qualifié l'entreprise au cours des 5 dernières années au programme d'appui financier à la relève agricole de la financière. Également, l'entreprise doit nous démontrer qu'elle peut générer un revenu brut agricole d'au moins 50 000 dans les 60 mois suivant cette qualification-là pour ce qui est d'une relève à temps plein ou encore de 2 relèves à temps partiel simultanées ou un revenu de 30 000 dans les 60 mois pour une seule relève à temps partiel. Qui est admissible à ce volet-là, c'est toutes les productions. Le montant de l'aide financière, il est de 300 000 à 15 % pour un 45 000 $. Les jeunes entrepreneurs peuvent également se prévaloir d'un capital de prêt additionnel, soit au volet 1 ou encore au volet 2, advenant que leur projet là, dépasserait le montant de 300 000 $. Donc, en résumé, les 4 volets d'un seul coup d'œil, celui qui vous concerne pour ce qui est de la production bovine, ovine et caprine, c'est le V2D, le volet 2. Le financement admissible est de 600 000
l'aide financière à 25 % pour un maximum de 150 000 $. La période de versement de l'aide, elle se fait sur 3 ans à raison de 2 versements par année. Les versements ont lieu en décembre et en juin et ils couvrent les périodes des 6 mois précédents. Autre élément important, le financement total admissible par entreprise, il est de 700 000 $, soit 600 000 pour les volets 1, 2 et 4 combinés, plus un 100 000 $ pour le volet 3. Et cette aide maximale-là, elle inclut les montants qui auraient pu être obtenus en vertu du programme Investissement Croissance entre avril 2020 et juin 2022. Dans les fins non admissibles au programme, on a la consolidation de prêts, les éléments qui font partie du fonds de roulement permanent des charges d'exploitation courantes. On a également tout ce qui est entretien normal ou remplacement d'un actif par un même actif, des investissements réalisés hors du Québec, l'achat de quotas, l'achat de terre d'une maison, de bâtiments existants, ou toute transaction qui, selon la financière, constitue l'achat d'une ferme, l'achat de machinerie autotractée, donc tracteur, moissonneuse-batteuse, VTT, chariot élévateur et ainsi de suite, à l'exception évidemment des équipements que je vous ai nommés tantôt, comme par exemple un robot ou un drone. L'achat d'actifs à soi-même en tout ou en partie, l'achat d'actifs issus d'une fusion, scission ou division d'entreprise, et l'achat d'actifs qui seraient utilisés principalement à d'autres fins qu'agricoles, comme par exemple des fins forestières, de déneigement ou pour la réalisation de travaux à forfait. Si on regarde des exemples, donc on a l'entreprise A qui est venue nous voir en vertu du programme Investissement Croissance en juillet 2020. Elle a obtenu 400 000 $ pour un projet en grande culture au volet 2, donc l'ancien volet 2. Elle a été admissible pour 400 000 $ à 10 % d'aide et elle revient nous voir en novembre avec un projet de 200 000 $, un projet A20. Ce 200 000 $-là, il va être admissible au volet 2 du PIC-D, donc à 25 % d'aide, ce qui fait que l'entreprise va avoir accumulé un 600 000 $ d'aide financière. Et donc, après projet, son volet 1, 2 et 4 vont être complets, puisque combinés ensemble, ils ont obtenu 600 000 $. Et l'entreprise pourra toujours venir voir la financière avec un projet qui répond au volet 3, c'est-à-dire un projet d'amélioration foncière. L'entreprise B, donc, elle est venue chercher 500 000 en vertu de l'ancien programme en horticulture. Il lui reste donc un 100 000 d'espace. Elle revient nous voir en novembre pour un projet de 300 000 dans des investissements caprins. Comme elle a déjà obtenu 500 000 et que le maximum est à 600, c'est un 100 000 $ pour lequel on va pouvoir lui offrir une aide financière à 25 % d'aide. Et après projet, encore une fois, l'entreprise pourrait venir nous voir avec un projet d'amélioration foncière. En mars 2021, donc toujours dans l'ancien programme, l'entreprise obtient 300 000 pour des investissements en acériculture, pour lesquels elle a eu 10 % d'aide. Puis, elle vient nous voir en novembre avec un projet de 500 000 pour des investissements bovins. Comme le montant maximum des volets 1, 2 et 4 combinés est de 600 000 $, il lui reste 300 000 d'espace sur la demande de 500 000. Donc, le financement admissible à une aide va être à hauteur de 300 000 $. Comprenez-moi bien, on va pouvoir financer le projet au complet de 500 000, mais c'est 300 000 qui va être admissible à l'aide à 25 %. Et après projet, là, toujours, il lui reste son volet 3 où elle peut venir avec un projet d'amélioration foncière. Un exemple où l'entreprise a pris de l'argent, dans le fond, dans son volet d'amélioration foncière en vertu de l'ancien programme, un 100 000, et elle vient nous voir avec un projet de 600 000 ensuite en novembre pour des investissements bovins. Mais le 600 000 va être admissible puisqu'il n'y avait aucun montant qui avait été alloué dans les volets 1, 2 et 4. Et ce 600 000-là a le droit à une aide à hauteur de 25 % après projet. Cette entreprise-là a tous ses volets de complet, donc elle ne pourrait plus obtenir d'aide en vertu du programme. Dernier exemple, dans le cas d'un jeune entrepreneur qui est venu nous voir avec un projet de 500 000 qui a été réparti entre les volets 4 et les volets 1 pour une étable laitière.
Donc, il y a un premier 300 000 qui a le droit à 15 d'aide, le restant 200 000 à 10 Reviens nous voir avec un projet de 400 000 dans les investissements Caprin. Comme il y a déjà 500 000 qui ont été attribués au volet 1, 2 et 4, il lui reste 100 000 d'espace à 25 d'aide. Et après projet, l'entreprise pourrait toujours venir nous voir avec un projet d'amélioration foncière. Quelques exemples spécifiques aux productions bovines, ovines et caprines qui sont admissibles en vertu du volet 2. Ça peut être la construction, l'amélioration ou la rénovation d'un bâtiment d'élevage, l'achat d'abreuvoirs ou de clôtures pour le pâturage, l'achat d'un corral ou d'une balance, l'achat de taureaux, boucs, béliers, vaches, brebis, chèvres, soit un achat initial ou encore une augmentation du troupeau. Donc, c'est bien important, ce n'est pas un remplacement d'animaux, mais une augmentation du cheptel. L'achat d'un système de surveillance des saillies ou d'identification, l'achat d'un système de traite ou d'une louve. Cette liste-là, elle n'est pas exhaustive, c'est simplement des exemples. Il faut quand même faire attention que ces achats-là, ça ne doit pas être du remplacement, tout simplement, et ça ne doit pas non plus être une charge courante. Je vous donne l'exemple. L'implantation d'un système d'identification est admissible, mais ensuite, l'achat récurrent de tags ne le serait pas puisque ça devient une charge courante pour l'entreprise. Également, un projet qui a été financé avec du PIC, donc dans l'ancienne mouture du programme, pourrait migrer vers le PIC-D s'il est non débuté en date de cette demande de migration. Je vous donne un exemple. Il y a un producteur qui a obtenu un financement en vertu du PIC en 2021 pour 3 phases d'agrandissement de son troupeau, qui s'échelonnaient en 2021, 2022, 2023. Comme chaque phase a une finalité en soi, c'est-à-dire qu'après chaque achat de nouveaux animaux, ils sont mis en production, on peut considérer que c'est 3 projets. Donc, l'ancien financement PIC, qui s'échelonnait sur 3 ans, a pu être amendé et le client a pu obtenir un nouveau financement en vertu du PIC-D à 25 d'aide pour la dernière phase d'achat de son troupeau qui va avoir lieu en 2023. En conclusion, le PIC-D est offert à l'ensemble des entreprises agricoles et agroalimentaires. L'aide, elle est bonifiée pour les projets bovins, ovins et caprins. Il n'y a aucune exigence documentaire supplémentaire par rapport à une demande de financement qui est nécessaire pour soumettre un projet. Et je vous invite à vous renseigner auprès de votre conseiller régional avant de débuter votre projet. C'est bien important. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Bien, merci beaucoup. Je vais demander à Cyrine de diriger la période de questions. Merci à Mme Lepage-Gouin. Merci, M. Carrier. Alors, je te laisse, Cyrine, diriger les questions. C'est bon. J'ai pas mal de questions qui sont rentrées. Je vais arrêter le partage là, pour qu'on voit donc Mme Lepage-Gouin et M. Carrier en plein écran. Nathalie, est-ce que tu as levé la main pour parler? Ben, en fait, j'avais une question d'ordre technique. Alors, on poursuit. Alors, pour terminer, on va parler de l'initiative ministérielle de la rétribution des pratiques agro-environnementales. Alors, on accueille avec plaisir Mme Annie Flamand. Alors, je vous cède immédiatement la parole. Bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, ça devrait fonctionner. Oui, c'est tout bon. C'est bon. Donc, à l'instar de Bertrand, là, je vais peut-être vous parler un peu de notre direction. Nous, à la direction de l'intégration des programmes, donc Bertrand et Justine sont du côté financement. Nous sommes du côté des assurances et la protection du revenu. Donc, nous, la direction d'intégration des programmes, on met en œuvre les programmes, c'est-à-dire qu'on fait tout ce qui est service client avec les centres de services de la financière qui vous rendent les services directement. On produit la documentation aussi pour la vulgarisation. Les documents que vous recevez là, par la poste ou par votre dossier en ligne sont produits dans ma direction aussi. Et on fait également le lien avec l'informatique pour pouvoir rendre ces initiatives-là ou ces programmes-là disponibles et fonctionnels dans les centres de services. Donc, la RPA,
rétribution des pratiques agro-environnementales. En fait, on est dans un sprint présentement parce que s'il y en a certains d'entre vous, je pense, qui ont assisté là, cette semaine au webinaire qu'on a donné sur le volet déclaration des pratiques appliquées, donc qui va être en ligne lundi prochain. Fait qu'on est dans un sprint, nous, à la direction, là, pour mettre tout ça en place. Donc, mon plan de présentation, je vais vous faire un bref retour là, sur l'historique, les rôles et responsabilités dans l'initiative. Vous savez que c'est un rôle partagé. L'initiative appartient au MAPAC. En fait, c'est eux qui ont développé l'initiative. Nous, on a été mandatés pour l'administrer. Les faits saillants, c'est qui? La clientèle admissible et les pratiques admissibles, l'aide financière, comment elle est calculée. Quelles sont les responsabilités des participants à l'initiative, le parcours nécessaire, les déclarations à faire, les actions de communication à venir et celles en cours, et ensuite, on aura une période de questions là, comme on a eu avec les autres présentations. Donc, un petit historique, la rétribution des pratiques agro-environnementales, c'est une des mesures fortes du plan d'agriculture durable du MAPAC, un plan qui s'étale là, sur plusieurs années. Donc, la plus grande partie du budget du 125 millions du PAD est attribuée à la RPA. Donc, en fait, présentement, on a 60 millions là, de budget. Le MAPAC a confié le printemps dernier, pas 2022, mais 2021, un mandat au CACPA pour la réalisation d'une étude puis des sondages auprès des producteurs agricoles pour déterminer et guider dans l'élaboration du mécanisme de rétribution. Vous savez que c'est quand même une innovation, ce programme-là, en fait, dans les mesures agro-environnementales, historiquement, on y allait plus par coercition. C'est pas des amendes, mais en tout cas, c'était moins de la rétribution pour faire des bonnes pratiques. Fait que là, on vient vraiment rétribuer les producteurs, ceux qui font des bonnes pratiques agricoles. Les résultats de cette étude-là, ils ont permis d'élaborer les grands concepts là, de la rétribution actuelle, puis les paramètres finaux, ils ont été déterminés par le MAPAC. Bien sûr, en collaboration avec nous tout le temps, là, pour être sûr que c'était administrable puis gérable là, comme pratique qu'ils allaient mettre en place. C'est important de se rappeler de l'objectif du RPA, en fait. C'est d'encourager financièrement l'adoption par les producteurs agricoles des pratiques agro-environnementales qui vont au-delà des exigences réglementaires, puis qui génèrent des gains environnementaux importants. Évidemment, il y a tout plein de pratiques qu'on aurait pu choisir ou que le MAPAC aurait pu choisir de rétribuer, mais ils ont fait des choix afin de générer les gains environnementaux qu'ils voulaient. Dans le PAD, il y a plusieurs cibles, il y en a 8. Il y en a 5 qui s'appliquent là, à la rétribution des pratiques agro-environnementales, comme entre autres, comme exemple, là, les cibles, là, 75% des superficies cultivées, il aimerait ça que ça soit couvert en hiver. Il y a la réduction de 500 000 kilos de pesticides vendus par année. Il y a doublé les superficies agricoles aménagées en biodiversité, bandes riveraines, îlots boisés, etc. Donc, vraiment, les pratiques ont été choisies en fonction de gains environnementaux potentiels. Donc, les rôles et responsabilités, comme je vous disais, c'est vraiment un programme, une initiative là, au rôle partagé. Premièrement, le producteur agricole, c'est-à-dire vous, son rôle, c'est de mettre en place les pratiques admissibles, s'assurer du respect des conditions d'admissibilité, puis évidemment faire les déclarations obligatoires dans les délais requis. Nous, la financière agricole, notre rôle, c'est vraiment le volet administratif. Donc, l'inscription, recueillir les déclarations, vérifier l'admissibilité, on va traiter les demandes, puis on verse aussi l'aide financière. Pour ce qui est du volet technique, nous, à la financière, on n'a pas cette expertise agronomique-là dans nos employés, dans nos ressources. Donc, c'est vraiment les conseillers agricoles en agro-environnement, subventionnés ou non là, par le programme du MAPAC, là, qui font partie du réseau AgriConseil. Donc, c'est vraiment avec eux c'est vraiment eux qui doivent vous accompagner agronomiquement pour vous mettre ou choisir vos pratiques que vous voulez mettre en place sur votre entreprise. Donc, les faits saillants. Donc, la rétribution a été annoncée en début d'année 2022 par le ministre de l'Agriculture. Et puis, en mars, on a ouvert une période d'inscription. Ça l'a permis d'inscrire ça un peu plus de 1850 producteurs en un peu plus de 24 heures. Là, fait que l'entièreté du budget disponible, là, 56 millions, on a marqué en quelques jours parce que c'est 27 heures en fait, fait que c'est 2 jours, un petit peu plus qu'une journée. Là. Fait que ça a été très, très, très rapide. Là. Les gens se sont inscrits, il y avait un grand engouement pour la mesure.
Le montant moyen accordé par entreprise, c'est 28 000 $. Puis, les entreprises se situent en majorité là, en Montérégie, au centre du Québec et en Chaudière-Appalaches. Vous savez qu'on a versé aussi 20 millions de dollars en avance. Le MAPAC a voulu verser de l'argent tout de suite à l'inscription, en fait, qui correspond à 40 de l'aide financière potentielle calculée, pour vous permettre d'avoir des liquidités pour mettre en place les pratiques que vous voulez faire sur votre entreprise. Quelle est la clientèle admissible? Bon, évidemment, il faut avoir un NIM de type exploitant agricole, être propriétaire ou locataire de terres agricoles situées au Québec. Il n'y a pas d'obligation de participer à nos autres programmes de la financière. Par contre, il y a beaucoup d'avantages parce qu'on utilise beaucoup les données qu'on récoltait déjà ou qu'on récolte déjà pour administrer la RPA. Les entreprises exploitant des superficies en grande culture annuelle ou en culture horticole annuelle sont principalement visées par les pratiques. Mais la majorité des pratiques, ou en tout cas l'entièreté des entreprises agricoles là, sont admissibles minimalement à la pratique 5, qui est aménagement pour la biodiversité, bandes riveraines, îlots boisés et abris de vent. Donc, quelles sont les pratiques admissibles à la rétribution? Donc, nous, on les connaît un peu plus par leur numéro. Dans la pratique 1, c'est la diversification des cultures. En fait, ça vise à réduire la proportion des superficies cultivées en maïs, grain fourragé, ou en soya, en les remplaçant par deux choses. Fait que la sous-pratique 1A, c'est par d'autres cultures annuelles, grandes cultures ou cultures horticoles, et la 1B par des cultures fourragères pérennes. Je vais vous référer à notre site web, là. Vraiment, notre site web il est vraiment complet. Toutes les particularités, les petites choses à savoir là, sont vraiment sur notre site web. Il est à jour, il est fonctionnel, il est facile à naviguer, donc vous pouvez vous y référer. En fait, pour pouvoir réduire la proportion de maïs ou de soya là, pour remplacer par d'autres cultures, il faut au moins avoir actuellement 65 de nos superficies qui sont cultivées dans ces cultures-là. Donc, là, à partir du 21 novembre, il y a beaucoup neigé hier, hein, je me parle déjà au mois de décembre. Donc, à partir du 21 novembre, les producteurs vont venir faire leur déclaration, puis c'est à ce moment-là qu'on va établir l'an 0 pour la pratique 1.1. Donc, on va déterminer quel est le pourcentage des superficies qui sont cultivées en maïs, grain, soya, puis après ça, dans les 2 prochaines années, si on voit qu'il y a une réduction, bien, on va pouvoir verser l'aide financière. La pratique 2, les protections des sols hors saison qui se déclinent en 4 sous-pratiques. Donc, protéger les sols avec des résidus de culture ou des cultures de couverture en appliquant une des pratiques suivantes. Donc, aucun travail de sol automnal. Et puis là, Mme Trépanier, juste avant qu'on entre là en ondes, m'a posé une question. Si je n'ai pas fait de travail de sol suite à ma récolte de soya et que je laisse les résidus au sol tout l'hiver, est-ce que c'est admissible? Oui, c'est admissible à la pratique 2A tant que les résidus de culture sont là jusqu'au 15 mars. Ensuite, il y a la 2B, culture de couverture hivernale. Donc, c'est-à-dire qu'on implante une culture qu'on va laisser tout l'hiver, encore une fois, jusqu'au 15 mars. Combinaison des pratiques A et B, c'est-à-dire qu'on fait aucun travail de sol et on implante une culture. Et combinaison des pratiques A, B et aucun travail de sol printanier en semi-direct. Maintenant, la pratique 3, réduction de l'usage des herbicides. Donc, l'objectif, c'est réduire la quantité d'herbicides appliqués aux cultures annuelles en appliquant, encore une fois, il y a 4 sous-pratiques, là, de la pulvérisation localisée, de la culture de couverture intercalaire, de la pulvérisation en bande et du désherbage physique ou mécanique. La pratique 4 qui s'applique uniquement aux cultures de maïs parce que c'est utiliser des semences de maïs ne contenant aucun antiparasitaire homologué pour lutter contre un insecte ou un acarien. Donc, c'est vraiment pour les cultures de maïs grain, maïs fourragé ou maïs sucré. Et finalement, la pratique 5, aménagement favorable à la biodiversité. Donc, aménager des superficies pour favoriser la conservation ou l'amélioration de la biodiversité. Donc, il y a les bandes riveraines, arbustives ou arborées élargies. Comment ça va être tard? J'ai parlé toute la journée. Donc, c'est vraiment au-delà du 3 mètres réglementaire. Donc, le premier 3 mètres n'est pas rétribué. C'est vraiment au-delà du 3 mètres, de 3 à 5 mètres, par exemple. Et implanter une haie ou un îlot boisé. Les aménagements naturels et aménagements déjà implantés avant la participation à l'RPA sont admissibles. Donc, si vous aviez déjà un boisé sur vos cultures, sur vos terres, déjà des bandes riveraines au-delà du 3 mètres, c'est admissible et c'est rétribué dès la première année. Ici, un petit tableau résumé de quelles cultures sont admissibles à quelle
À quelle pratique? Donc, diversification des cultures, évidemment, c'est seulement maïs, grains, soya. Ça vise à réduire les superficies en maïs, grains, soya. Protection des sols hors saison, c'est autant admissible culture annuelle que horticole annuelle. Réduction de l'usage des herbicides également. Pour les semences non traitées aux insecticides, comme je le mentionnais, c'est uniquement les cultures de maïs. Et les aménagements favorables à la biodiversité sont admissibles pour toutes les autres productions. À quoi correspond l'aide financière? En fait, l'aide financière, c'est un montant forfaitaire en dollars à l'hectare ou en mètres carrés qui va être obtenu en multipliant les superficies annuelles des pratiques que vous avez faites par les taux établis pour chacune des pratiques. Les taux ont été modulés selon la culture et selon la région administrative de l'entreprise. Il y a 5 groupes de régions qui ont été faites. C'était une recommandation du CSCPA que le MAPAC a mis en place. Donc, au moment de l'inscription, on a calculé pour chacune des entreprises une aide financière potentielle en fonction des superficies que l'entreprise a déclarées déjà posséder. Donc, l'aide financière, on va faire 4 versements. En fait, le premier versement qui correspond à 40 du montant d'aide financière potentielle et par la suite 20 restant par année. À la fin des 3 années de participation, l'aide financière est limitée à la valeur totale des pratiques mises en place jusqu'à un montant de 50 000 maximum par entreprise ou le montant qui a été calculé, l'aide financière potentielle. En fait, si vous avez un montant d'aide financière potentielle de 36 000 qui a été calculé, vous ne pouvez pas aller chercher plus que 36 000. L'argent vous est réservé jusqu'à 36 000 pour l'instant. Évidemment, là, il y a une particularité dans l'initiative, c'est-à-dire qu'on veut une augmentation du nombre de pratiques effectuées par les producteurs pour avoir une amélioration, en fait, des actions ou des objectifs que le MAPAC s'est fixé à l'intérieur du PAD. Donc, à partir de la 2e année, c'est-à-dire à partir de l'automne 2023, quand vous allez venir faire votre déclaration des pratiques appliquées, le montant total de versement ou de rétribution qu'on va vous calculer doit être au moins 10 supérieur par rapport à ce qu'on a calculé pour 2022, pour avoir absolument 100 de votre rétribution. Si vous vous situez entre 90 et 100 le montant va être réduit à 50 et si vous êtes en bas de 90 de progression, ça veut dire que vous diminuez, vous mettez en place moins de pratiques que ce que vous avez fait l'année précédente, vous n'aurez pas de rétribution du tout. Okay? Encore une fois, je vous réfère à notre site web, il y a des tableaux, il y a des explications qui vont vous aider à comprendre ce mécanisme-là. Quelles sont les responsabilités des entreprises agricoles? Bon, évidemment, il faut participer pendant 3 années consécutives suivant l'inscription, donc 2022, 2023, 2024, et il faut mettre en place au moins une pratique admissible. Et il faut faire toutes les déclarations obligatoires dans les délais requis auprès de la financière. Donc, ceux qui participent déjà à nos autres programmes comme l'assurance récolte ou l'assurance stabilisation des revenus agricoles pour les céréales, vous êtes déjà habitués à plusieurs de ces déclarations-là. Donc, avoir un plan de parcelle agricole, c'est un plan sur lequel on retrouve toutes vos parcelles. Déclarer annuellement les superficies ensemencées, ça, c'est quand le conseiller de la financière vous appelle en juillet, août, pour savoir dans le champ 1, qu'est-ce que vous avez semé exactement, dans le champ 2, et ainsi de suite. Ensuite, une nouveauté pour le RPA, donc déclarer annuellement les superficies des aménagements de la pratique 5. Ça a été une grosse opération qu'on a faite cet automne, tout récupérer, les bandes riveraines élargies, les îlots boisés, tout ça. Fait que cette opération-là va être à recommencer l'an prochain si vous avez augmenté les superficies d'aménagement pour la biodiversité. Et finalement, la déclaration annuelle des superficies des pratiques appliquées pendant l'année de culture qui va débuter le 21 novembre, lundi prochain, et qui se poursuit jusqu'au 15 décembre. Si jamais vous avez une entreprise et vous est arrivé quoi que ce soit cette année, vous n'avez pas fait de pratique, il n'y a pas de problème, ça ne vous empêche pas de participer les 2 années suivantes. Il faut seulement venir faire votre déclaration annuelle des superficies, c'est-à-dire que vous entrez dans votre dossier en ligne pareil, puis vous confirmez que vous n'en avez pas fait. Comme ça, nous, ça va nous dire que vous êtes encore en marche puis encore impliqué dans le programme. Si vous ne faites pas cette déclaration-là, malheureusement, on va vous exclure du programme pour libérer les fonds pour d'autres producteurs. Donc, le parcours du client, j'en ai parlé quand même au long de la présentation. Donc, l'inscription qui s'est déroulée en mars 2022. La mise en place des pratiques admissibles, vous avez fait ça tout au long de la saison de culture 2022. La déclaration des superficies ensemencées auprès du conseiller, là, vous aviez jusqu'au 1er août pour le faire.
Terminer la déclaration des aménagements à la pratique 5 qu'on avait donné jusqu'au 1er novembre. Et on vous a envoyé là, par courriel là, les actions à poser pour votre participation et les étapes aussi. On vous a aussi envoyé des tableaux pour vous aider là, à compiler vos données pour la déclaration annuelle et superficie des pratiques appliquées qui va être en ligne, comme je le disais, lundi. Et la déclaration doit se faire au plus tard le 15 décembre. Là, il n'y a pas de course, là, il n'y a pas de premier arrivé, premier servi, il n'y aura pas plus d'argent pour ceux qui le font. Là. Prenez vraiment le temps de compiler vos données puis d'être certain quand vous allez venir faire votre déclaration là, en ligne. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quand le 15 décembre va être terminé, nous, on va commencer le traitement des dossiers. Donc, on va regarder qu'est-ce qui a été déclaré. On va sélectionner des dossiers pour des contrôles. Les contrôles peuvent se faire de différentes façons. Ça pourrait être qu'on vous demande vos factures de semences de maïs. Ça pourrait être qu'on vous demande votre registre de pesticides. Ça pourrait être qu'on regarde des photos aériennes pour savoir si les résidus de culture sont encore là au 15 mars. Ça pourrait être qu'on se déplace chez vous pour aller voir qu'est-ce qui a été réellement fait. Donc, ça peut être une panoplie de contrôles qui peut être faite. Et on va faire les versements supplémentaires aussi là, aux clients concernés pour l'année 2023. Pour les clients qui sont pas, ou les producteurs qui ne sont pas déjà inscrits, là, vous savez que le MAPAC a reçu une aide financière supplémentaire là, de 29 millions. On est en train de travailler ça. Là. Donc, surveillez le site web, la financière, le site web du MAPAC, les actualités pour être avisé. Là, supposons qu'il y a une nouvelle cohorte ou un nouveau groupe qui rouvre là, pour s'inscrire à la RPA. Donc, les actions de communication, comme je vous le disais, je vous renvoie à notre site web. Il y a une foule d'informations là. Une mise à jour a été faite dernièrement là, pour faciliter la navigation dans le site. On retrouve aussi sur le site web toutes les actualités en lien avec le RPA. Toutes les présentations qu'on a faites en février dernier qui expliquent vraiment la mesure en détail. Là. Les webinaires sont encore disponibles, sont encore valides, sont encore fiables, donc vous pouvez les retrouver. Le webinaire d'hier aussi qui indique comment faire la déclaration, il va être disponible sous peu, là. On va déposer ça, vous pourrez le consulter. Il y a des capsules vidéo aussi qu'on a déposées cette semaine pour la déclaration des superficies ensemencées. C'est vraiment séparé par section du formulaire. C'est très facile à consulter. Vous pouvez regarder seulement une partie. Vous n'êtes pas obligé de regarder toute la déclaration au complet, 20 minutes. Là. Si vous êtes bloqué à une certaine partie, vous pouvez vous y référer. Les conseillers de la financière aussi sont là pour répondre à vos questions là, sur le processus de participation, les déclarations, vous aider à faire votre déclaration et l'admissibilité. Donc, comme je le disais, là, des webinaires ont été tenus cette semaine. Là. Il n'y a pas seulement on en a fait un pour nos conseillers de la financière, on en a fait un aussi pour les conseillers agricoles là, qui vous accompagnent, les agronomes, puis on en a fait un pour les producteurs hier. Donc, on en a fait 3 cette semaine. Là. Puis, comme je vous le disais, là, une captation vidéo de comment utiliser le formulaire sont disponibles sur le site Internet.